Bienvenue à compte complet, notre balado hebdomadaire sur le monde du baseball. Alain Useron en compagnie de Marc Griffin. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on va parler aujourd'hui. En fait, l'actualité ne manque pas. Les tendances également, je pense qu'on va y revenir au cours de la saison. Pour commencer, écoute Marc, depuis quelques années, je ne sais pas si c'est l'intérêt du baseball qui remonte, mais il y a beaucoup de livres et de documents qui sont écrits. Et là, ben, écoute, je vais quand même regarder. Bon, Chips, Peanut, Cracker Jack. Quiconque est allé à un match professionnel de baseball connaît ces expressions. Et c'est le titre d'un nouveau bouquin qui a été lancé au cours des derniers jours, en fait, ces jours-ci. Et Marc, tu as eu l'occasion de le feuilleter un peu. Marc, tu y es présent. J'y suis également. Tes premiers commentaires? Écoute, c'est tellement du bonbon parce que je trouve que Fred est allé chercher un angle qu'on n'avait pas avant. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de bouquins sur les expos, puis c'est parfait de connaître l'histoire, puis de connaître ce qui s'est passé sur le terrain. Mais là, Fred s'en va complètement ailleurs avec des gens qui ont gravité autour du baseball, surtout autour évidemment des expos. Puis qu'est-ce que les expos leur ont apporté? Quel genre de situation ils se sont retrouvés? Des choses qu'on n'entend pas, qu'on n'a jamais entendues finalement. Puis je trouve ça vraiment, vraiment super rafraîchissant. Belle plume aussi de Fred à ce niveau-là. Ouais. Tout amateur de baseball et tous ceux qui ont, à quelque part, eu un intérêt pour les expos vont apprécier ce livre-là, assurément. Bon, ben, écoute, c'est un beau cadeau qu'on offre aux amateurs de baseball. On a l'auteur de ce bouquin, Frédéric Daigle, qui est journaliste qui a suivi les expos pendant longtemps et qui, présentement, je pense, sans dire qu'il est détaché, mais suit de très près ce qui arrive avec la possible arrivée d'une équipe de baseball. Bref, on va s'arrêter sur le livre pour l'instant. Frédéric Daigle, bienvenue avec nous. Ben merci les gars, c'est vous qui me faites un cadeau d'être là aujourd'hui. Oui. Frédéric, la première question, et c'est la même pour à peu près tous les auteurs d'un livre, qu'est-ce qui t'a amené ton amour du baseball? Sans doute, on peut le voir, mais outre ça, bon, d'aller plus loin et de consacrer quand même beaucoup de temps à un livre. Moi et Marc, on peut en témoigner, c'est pas pour l'argent qu'on écrit un livre. Qu'est-ce qui t'a Pas au amené Québec. qu'est-ce qui t'a amené à écrire un livre? J'ai toujours aimé, évidemment le baseball, mais j'ai toujours aimé les documentaires, les coulisses, les making of. Je me rappelle quand j'étais petit, bon, à peu près comme tous les gars de mon âge, là, de 45 ans, là, j'étais un grand fan de Star Wars. Puis George Lucas, à un moment donné, entre The Empire Strikes Back puis Return of the Jedi, il avait mis sur le marché une espèce de documentaire. Je pense que ça durait 4 heures de temps. En tout cas, c'était 2 cassettes VHS. Fait que tu savais que c'était long quand tu déballais à boire. Et puis, moi, je pense que j'avais autant aimé ça, sinon plus, que les films eux-mêmes, de voir comment ça se passait. Et puis, vous le savez, dans notre métier, quand on rencontre des gens qui sont pas journalistes ou qui sont pas dans le monde du sport professionnel, ils nous demandent toujours comment ça se passe sa route, comment tel gars, il a l'air smart, il est-tu vraiment gentil, c'est un bon gars. Les gens s'intéressent à ce qui se passe à l'intérieur. Tu sais, ils aiment ça, être en arrière du rideau. Fait que je me disais, je pense que les gens vont être intéressés d'entendre parler des expos, mais comme on n'en a jamais entendu parler encore. C'était ma prémisse de base quand j'approchais les gens, comme je l'ai fait avec vous. Je vous ai demandé, racontez-moi quelque chose que vous n'avez pas raconté souvent ou jamais raconté, c'est encore mieux. Puis les gens m'ont surpris parfois, et puis je pense que ça donne quelque chose de vraiment intéressant. En tout cas, moi, Fred, je connais, c'est pas mal l'histoire des expos, mais j'en ai appris évidemment en lisant ça. Fait que ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Il y a des histoires, bon, j'ai été plus proche de certaines histoires que d'autres, mais je t'avouerai que celle d'Alex Agostino est venue me chercher, puis probablement que tu vas faire le lien un petit peu, Fred, parce qu'Alex, il a vraiment vécu, bon, l'intérieur de l'aspect vraiment baseball des Expos de Montréal, mais on a senti, puis au fil du temps, que les Québécois, on n'était pas toujours, et cherchent pas à avoir un avantage, là, mais cherchaient surtout à avoir bon, une crédibilité, essayer faire leur place. Puis je suis content qu'Alex s'est ouvert à ça, Alex Agostino. Ça a été des moments durs pour lui et de faire comprendre que l'organisation en haut, c'était pas toujours nécessairement à l'avantage d'être québécois. Ben, moi, ça fait longtemps que je connais Alex aussi, puis j'ai été un peu surpris ben, qu'il y ait des choses à reprocher aux expos. C'est pas ça qui est nécessairement surprenant, mais de la façon dont il le fait, écoute,
sais, c'est carrément, il se sentait pas apprécié dans son travail. Il nous raconte l'histoire de Pierre-Luc Laforêt qui met sous contrat, puis que 2 mois après, l'équipe le rejette parce qu'il y a des maux de dos. Et puis, tous les autres Québécois, tu sais, on apprend là-dedans, là. Moi, j'avais entendu à travers les branches, mais là, les Expos auraient pu avoir Russell Martin, Éric Gagné, puis finalement, ils sont ramassés ailleurs. Hey, Alex, dans ce livre-là, il raconte qu'il y a plus de facilité à mettre sous contrat des Québécois avec les Phillies de Philadelphie. C'est pas normal, ça. Ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai travaillé pour le Canadien à l'époque où George Gillette était propriétaire de l'équipe, là. Puis après avoir parlé avec Alex puis retranscrit l'entrevue, je me disais, George Gillette était plus conscient du fait québécois, avait plus de respect pour les Québécois que Claude Brochu semblait en avoir avec chez les Expos. C'est troublant en quelque part. Puis si jamais l'organisation revient, et avec les gens qui sont là, ça me laisse croire que ça va être le cas. J'espère qu'elle aura plus de respect, qu'elle sera plus consciencieuse du fait québécois. Ouais. Parmi les personnages que tu as rencontrés, Frédéric, est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué davantage? Et j'imagine qu'il y a des trucs, bon, là-dedans, tu as une limite sur le nombre de mots, le nombre de pages et tout ça, là, mais bon, mais est-ce qu'il y a des personnages là-dedans qui t'ont marqué davantage que d'autres? Faut que ça fitte à l'impression, hein? Faut que ça se divise par 4, là. Faut que tout rentre. Mais, tu sais, c'est difficile d'en choisir une ou deux. C'est comme de demander à un parent lequel de ses 3 enfants il préfère, là, tu sais. Moi, j'aurais de la misère à choisir entre les 2 filles ici. Mais il y a des gens que je voulais absolument rejoindre puis qui ont accepté de participer au livre et ça, je leur en suis reconnaissant. Tu sais, puis je le dis pas parce que tu es là, mais je pense que je l'ai dit dans tous les médias. Moi, l'histoire de Marc m'a beaucoup touché parce que je le connaissais pas, ce bout-là. Et puis, Marc venait de publier sa biographie quelques mois avant, quand on s'est rencontrés. Et puis, tu sais, là, il m'explique, ben écoute, moi, ce que je vais te compter là, c'est quand je suis parti du baseball, dans le fond. Puis si j'écrivais la suite de Griffin 26, ça serait mon premier chapitre. Ouais, ben là, tu commences mon chapitre 2, Marc. Je voulais juste te le dire. Mais, tu sais, ça, moi, là, que les gens s'ouvrent comme ça, se confient en moi, ça m'a beaucoup touché. Tu sais, moi, là, je suis parmi ceux là, qui s'est endormi au son de la voix de Jacques Doucet avec mon Walkman de ses oreilles en cachette parce que mes parents voulaient pas que je regarde la game à San Diego à TV ce soir-là. Là. Ben, d'aller m'installer dans le bureau de Jacques pendant 2 après-midi de temps, puis littéralement me faire bercer par sa voix qui me raconte ses histoires avec les gérants des expos qu'il a côtoyés. Tu sais, Écoute, je me suis gâté en écrivant ce livre-là. Je suis allé prendre une coupe de bière avec Steve Rogers pour qu'il me raconte à quel point lui, il se voyait là. C'était Monsieur Big Shot quand il a été repêché en première ronde. Il s'en venait à Montréal pour rester puis passer toute sa vie dans les majeurs. Puis il a pris une méchante débarque jusqu'à temps qu'il se rende compte que, ouais, mais il va peut-être falloir que je travaille un peu finalement pour atteindre mon rêve. Tu sais, le gars a été repêché 3e overall, là, puis à un moment donné, c'est pas assez encore pour avoir un freebie, là, pour avoir une passe gratuite. Moi, j'ai trouvé les gens, puis ça fait cliché de dire ça quand tu finis les entrevues avec les gens, mais j'ai trouvé les gens très généreux, puis j'ai pas senti personne sur les breaks dans ce processus-là, puis ça, je l'apprécie énormément. Est-ce que tu sens, Fred, qu'avec toutes ces histoires, il y en a d'autres qui auraient pu être publiées, il y en a d'autres qui vont peut-être être tentés de t'en rencontrer. Est-ce que c'est quelque chose que, bon, on ne connaît pas la suite, mais est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais envisager éventuellement? Écoute, si tu parlais à ma blonde, elle dirait là, ça va faire les projets de livres, mais moi, tu sais, peut-être, je ferme pas la porte, là. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a des gens que j'ai approchés pour le premier livre, puis ça leur tentait pas, ou il n'y avait pas le temps, ou c'est, tu sais, pour peu importe la raison, puis c'est pas grave, c'est correct, là, chacun, tu sais. Le monde n'a pas juste ça à faire, attendre que Frédéric Daigle les appelle pour leur voler leurs histoires, là, tu sais. Mais moi, je pense qu'il y a certaines personnes que j'ai approchées pour le premier livre, puis peut-être que s'ils vont le voir, justement, cet ouvrage-là, qu'ils vont être peut-être un peu plus ouverts ou qu'ils vont avoir le goût. Il y a des gens que pour X, Y raison, c'était pas le bon temps dans leur vie présentement, tu sais, de leur situation personnelle et familiale faisant en sorte qu'ils n'avaient pas le temps de s'asseoir avec moi pour 1 heure ou 2 puis me raconter ça. Alors, puis c'est bien correct. J'ai été capable d'interviewer 23 personnes super intéressantes. J'ai une trentaine d'histoires que je trouve, moi, vraiment le fun.
Mais je te dirais, j'ai une liste, là, j'ai un tome 2 avec une liste de personnes potentielles dans mon téléphone. Alors, c'est possible, c'est possible. Oui. Ben, écoute, Frédéric, Chips, Peanuts, Cracker Jack, c'est le titre du livre. Je peux confirmer que dans plusieurs cas, ça s'applique à moi. Je pense que Marc pourrait le dire aussi. Il y a des histoires très personnelles là-dedans. Ça va plus loin que le baseball. Donc, je ne sais pas si c'est ça qui était ton but initial, là, mais en tout cas, moi, je peux parler en mon nom, puis il y en a quelques-uns aussi. On peut voir des histoires qui touchent et le baseball et aussi l'aspect personnel, où les 2 s'entremêlent par moment. Je ne sais pas si c'est le but qui était initialement, là, Frédéric, comment le baseball peut faire partie de la vie de quelqu'un, là. C'est ça, c'était Ben, je voulais. particulièrement réussi à certains égards et je peux lever ma main là-dessus. Bon, ben, écoute, merci, mais c'était pas nécessairement l'objectif, mais je savais que c'était dans le domaine du possible, puis je suis vraiment content. Moi, tout ce que je demandais aux gens, c'est qu'il faut que ça soit en lien avec les expos. Mais c'est pas obligé d'être du baseball, puis c'est pas obligé de se passer pendant un match ou pendant une saison de baseball, mais je voulais que le fil conducteur soit les expos, puis de quelle façon les expos vous ont touché, puis vraiment les gens sont allés dans plein de sphères de leur vie, puis j'étais moi-même surpris souvent pendant l'entrevue que je faisais avec ces gens-là, puis ça a été un processus, là, tu sais, je me suis gâté de A à Z, là, je me répète, là, mais j'ai eu du fun à faire ça vraiment. Ben, écoute, Frédéric, on va te garder un peu parce qu'on va passer. Il y a quelques sujets sur lesquels j'aimerais qu'on parle parce que je sais que tu t'intéresses au baseball. Le premier Merci. sujet est plus, bon, général. Mais écoute, il y a plusieurs enjeux dans le monde du baseball. Moi et Marc, on en a parlé au fil du temps. Puis, au cours de la dernière semaine, il y a eu un article dans le site de Sports Illustrated par le réputé chroniqueur Tom Verducci qui s'en est pris de façon assez directe et sans équivoque contre les défenses adaptées. C'est-à-dire le positionnement là, excessif, passe principalement au frappeur gaucher. Il donnait comme exemple Jay Bruce, qui est un très mauvais exemple selon moi. Je pense que Marc pourra le confirmer. Jay Bruce qui a pris sa retraite. Tom Verducci qui disait que ce sont les défenses adaptées qui ont eu raison de Jay Bruce. Marc, d'abord, je pense de prendre Jay Bruce comme exemple, pas sûr que ça rend service à la théorie ou à la prise de position de Tom Verducci. Là. Non, absolument pas. Là, tu t'attaques à un style de frappeur qui, on s'entend, mais pas toujours le bâton sur la balle, et deux, lorsqu'il le fait, effectivement, bon, on la frappe à un endroit seulement. C'est sûr que c'est pas le cas type. Je pense que le débat est loin d'être, d'avoir l'exemple de Jay Bruce à ce niveau-là. C'est correct, là. Certains trouvent que c'est un problème, ces défenses adaptées, surtout qu'on voit de plus en plus de joueurs à l'entre-champ droit. Là, on ne parle plus de 3 joueurs du côté droit. Là, c'est qu'on parle à l'avant-champ, on parle vraiment là, d'une espèce de rover, comme on peut appeler ceux qui jouent à balle molle. Là. C'est vraiment dans le centre droit, ou en fait pratiquement dans l'allée de droite. Ça va bien plus loin que ça. Et je trouve ça décevant, honnêtement, d'avoir un article de la sorte, parce que tu sais, le baseball, comme n'importe quel sport, c'est un sport d'ajustement. Et il faut que la prochaine génération s'adapte, et j'y crois, très honnêtement, s'adapte à frapper la balle un peu partout sur un terrain. Alors, les frappeurs unidimensionnels, qu'est-ce que vous voulez? C'est sûr que le gaucher désavantagé, il l'a toujours été à bien des égards, mais encore plus parce que, évidemment, il frappe la balle plus près du premier but. On en voit d'ailleurs beaucoup moins les défenses adaptées du côté gauche pour les frappeurs droitiers. Mais je trouve que le débat n'est pas là, Alain, au niveau du baseball. Les défenses Ouais. adaptées, ça fait partie, moi, je trouve, de l'intelligence du jeu, d'avoir compris davantage, d'avoir utilisé les statistiques avancées. Mais le débat des matchs qui sont moins attrayants, moins populaires, et pas au niveau des défenses adaptées, c'est bien avant ça qu'il faudrait regarder. Ouais, Frédéric, toi, les défenses adaptées, est-ce que c'est quelque chose qui te dérange? Et évidemment, ça joue par rapport à ce qu'on a connu en étant plus jeune, mais j'aimerais savoir ton point de vue là-dessus. Moi et Marc, on s'est prononcé, et c'est pas là-dessus qu'on va s'obstiner, ça c'est clair. Mais toi, Frédéric, bon, ça fait 10 ans là, que ça dure, là, c'est ton point de vue par rapport à ça. Moi, je trouve personnellement que le problème, c'est pas la défense, c'est les frappeurs qui sont plus capables de frapper au champ opposé, on dirait. Où ils sont les DJ Lemailleux, là, il n'y en a pas de défense adaptée contre lui parce qu'il frappe la balle à tous les champs. Ben, c'est ça. Comment ça se fait?
Pourquoi un gars comme Bruce ou Gary Sanchez n'est pas capable de frapper la balle au champ opposé? Il te donne quasiment un double. Frappe-la là. Quand Chipper Jones a été intronisé à Cooperstown il y a quelques années, j'étais là parce qu'il a été intronisé, je me souviens pas si c'est en même temps que Vladimir ou de Pedro, mais en tout cas d'un ancien expo, puis j'étais là pour ça. Puis Chipper Jones s'est fait poser la question sur la défense adaptée. Il dit, moi, j'aurais bonneté ma vie tant qu'il n'aurait pas remis tout le monde à la bonne place. Tu me donnes un coup sûr à toutes les fois. À la fin de l'année, là, si je frappe 408, il y a personne qui va dire, ouais, mais c'était pas un beau 408. Il va frapper, je vais prendre ce qu'on va me donner. Comment ça se fait que les frappeurs, ils sont plus capables de faire ça? Et comment ça se fait, surtout les jeunes? Un gars comme Jay Bruce, il est peut-être arrivé dans le temps où là, tout le monde a été un peu surpris par ces nouvelles défenses-là, mais moi, j'en reviens pas que les nouveaux, là, les jeunes joueurs ne soient pas capables de. Puis je sais bien là, que les gros contrats sont donnés aux gars qui frappent 35, 40 circuits, mais un gars là, qui serait capable de pousser le coureur du premier au troisième à chaque présence, là, on va dire, il ferait son argent aussi, je pense. Oui, il n'y aura pas de débat là-dessus. Et quand je disais que Jay Bruce, ce n'est pas le bon exemple cette année, c'est que, qu'on pourra le voir, c'est qu'il avait perdu sa puissance. Il a pris sa retraite, pas à cause des défenses adaptées, c'est parce qu'il était juste plus capable de frapper avec la puissance d'antan. La défense adaptée n'a absolument rien à voir avec sa baisse de production cette année. Si un gaucher n'est pas capable, un gaucher supposément frappeur de puissance, plus capable de frapper de circo au Yankee Stadium, Marc, je m'excuse là, mais il est peut-être mieux de penser à d'autres choses, là. Non, exact. Puis, tout à fait, tu as tout à fait raison, là. Beaucoup de retraites sur les prises, manque de puissance, c'est sûr que c'est pas la bonne combinaison, tirer la balle énormément. Donc, c'est surtout là, le joueur en tant que tel Ah oui. qui a diminué au fil du temps. Mais c'est juste pour ramener ce débat-là aux frappeurs, puis je suis tout à fait d'accord avec ce que Fred a dit, c'est que Ouais. même au niveau des nombreux retraits sur des prises, je sais que les gars lancent de plus en plus fort. Enfin, il y a de plus en plus de joueurs, de lanceurs qui lancent à des vitesses folles, ça, je le comprends. Mais tu sais, l'approche, là, pourquoi l'approche est plus de se dire, bon, ben à deux prises, je vais être un peu plus en mode Ouais. contact. Je regarde les élans Ouais. qui se passent à 0 et 2, à 1 et 2, c'est des élans violents. Alors, on cherche à longue balle, on attend le circuit de 3 points au lieu de, finalement, ben, d'y aller avec un élan qui va permettre. Tu sais, l'exemple, moi, que je reviens, c'est toujours un gars comme Greg Maddox. Tu sais, Greg Maddox a toujours dit que s'il fallait que je la pousse à un moment donné à 93, 94, j'aurais été capable de le faire, mais pas sur une. Moi, je voulais lancer mes 200, 250 manches par année. Alors, c'est vrai qu'on était peut-être un petit peu plus intelligent à ce niveau-là dans l'approche. Ouais. Le frappeur devrait avoir aussi cette approche-là, selon moi. Il peut avoir des exceptions, mais là, tu as l'impression que tout le monde, grand, petit, gros, fort, premier ou 9e frappeur, tout le monde y va de son élan violent à 0 et 2. Ça, c'est une Ouais, affaire qu'on ne voyait pas effectivement. aussi. Moi, quand j'étais un jeune fan de baseball, là, le 7, 8, 9, là, il frappait pas de circuit, là, lui. Là. Et quand il frappait 2,45, là, tu étais content. Puis, mais c'est plus ça maintenant. Puis c'est correct, là. Je pense que les athlètes sont meilleurs aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 35-40 ans. Puis ça, c'est bien parfait. Mais je peux pas croire que le sport là, qui nous a accrochés quand on était jeunes, peut-être nous autres, là, le cours et frappe, les vols de but, puis tout ça, à un moment donné, c'est correct, là, mais tu peux pas miser sur des circuits partout dans ton line-up. Puis j'ai l'impression que plusieurs équipes, dont les Yankees, que j'aime beaucoup, là, l'impression qu'ils font juste ça. Mais ça marche pas, là. Ça fait 12 ans qu'ils n'ont pas gagné de série mondiale, puis ils n'ont pas l'air partis pour en gagner une cette année non plus, là. Ouais. Écoute, Fred, on va te garder pour un dernier sujet. Puis dans le fond, ce que je veux te demander, une des équipes qu'on suit beaucoup, la section Est de la Ligue américaine très populaire, les Blue Jays de Toronto sont populaires. Ils ont de bons jeunes joueurs qui sont spectaculaires. On a fait quand même de bonnes embauches. Le début de saison, coup-ci, coup-ça en défense, on voulait s'améliorer. Le fait que George Springer n'a pas joué encore, mais bref, est-ce que cette année, tu t'attendais à ce que, ou tu t'attends même, le début de saison, là, est quand même, bon, il n'y a pas beaucoup de matchs de jouer, mais est-ce que tu t'attends à ce que les Blue Jays soient parmi les prétendants dans l'Est américaine de cette année? Moi, je les attendais pas cette année, bien honnêtement. Tu sais, l'année passée, ils sont rentrés en série un peu comme le Canadien, là, à cause des règles élargies dues à la COVID, là. Puis c'est correct, là. Ils sont rentrés, là. C'est pas eux autres qui ont inventé les règles, puis ils sont qualifiés pour les séries. Mais je me disais, c'est une jeune équipe. Ils vont avoir besoin de quelques saisons encore. Mais là, c'est sûr que on l'a pas vu encore à cause de blessures, mais l'arrivée de Springer, je pense que c'est
un excellent coup des Blue Jays. Puis ils sont allés chercher le releveur aussi, malheureusement, là, j'oublie son nom, mais il ne jouera pas de l'année à cause d'un Tommy John. Ça, c'est malheureux, mais c'était une belle acquisition aussi quand c'est arrivé cet hiver. De voir Vlad Guerrero avec à peu près 200 livres de moins à porter, ça aussi, je pense que ça va l'aider sur le long terme. Ils ont un beau jeune noyau. Je pensais pas qu'ils étaient pour être dans la course cette année, mais on n'attendait pas les Red Sox non plus. Ils sont en train, là, pour l'instant, sont en tête. On pensait que les Yankees, c'était pour se battre avec les Rays pour le premier rang. Puis là, les Yankees, au moment où on se parle, là, ils vont avoir de la misère à rentrer pour un meilleur deuxième, un quatrième as. Fait que c'est... Alors, est-ce que la conjoncture de la division fait en sorte que les Jays vont se faufiler? Tant mieux pour eux autres si c'est le cas. Mais moi, je les attendais pas cette année. Je les voyais progresser, mais je les voyais arriver à court à cause du resserrement des règles pour l'accession aux séries. Mais là, ils sont bien partis. Hein, puis les victoires qu'ils ont ramassées au mois d'avril, ben il n'y a personne qui va leur enlever plus tard cette saison. Fait que tant mieux si ça leur a donné un air d'aller qui va les mener jusqu'aux séries. Oui. Écoute, ils n'ont pas commencé à bien jouer et leur dossier est à peu près de 500. Je pense, Marc, c'est peut-être la meilleure nouvelle des Blue Jays de Toronto cette année. Ben, tu sais, on parle beaucoup de Springer, évidemment, Semien aussi, là, bon, il n'y a pas un grand début de saison en termes de moyenne, mais soudainement, 5 coups de circuit. En fait, c'est Kirby Yates que tu parlais tantôt, Fred, Oui, effectivement, en relève, qui aurait pu donner un sérieux coup de main. Mais moi, je vous dirais que la clé, c'était peut-être un gars qu'on avait déjà, c'est Robbie Ray. Parce qu'avec l'embauche de Ryu, on sait que Steven Matz avait du potentiel, il le démontre d'ailleurs en ce moment. Et là, Robbie Ray est surprenant. On ressemble pas mal plus au Robbie Ray des Diamondbacks il y a 3 ans que ce qu'on a vu au cours des 2 dernières années. Alors, soudainement, là, tu as 3 lanceurs partants qui peuvent vraiment te garder dans le match. Bon, éventuellement, tu vas avoir tes releveurs qui vont revenir, mais les releveurs ont la meilleure moyenne de points mérités de tout le baseball chez les releveurs. En ce moment, c'est celle des Blue Jays. Donc, il y a quelque chose d'intéressant. À un moment donné, ça va finir par frapper. Je lisais pas plus tard que ce matin, et les Rays ne t'aiment pas. Ils ne frappent pas en ce moment. Là. C'est un casse-tête. On ne marque pas de points. Alors, toutes les équipes de cette division-là ont des défis. Tu parlais tantôt, Frédéric, des coups de circuit des Yankees. Ben, hier, Judge s'est fait prendre en passant du premier au troisième sur un jeu important en huitième. Ils sont pas assez habitués. Effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le fun que finalement, on va se retrouver avec probablement, en tout cas, une course à peut-être même 4 équipes, étant donné que tout le monde a ses petits défis. Les Red Sox vont très bien, même si là, ça commence à être un petit peu plus compliqué. Donc, je trouve que ça va donner quelque chose de bien, bien fun dans cette division S-là. Mais je m'attends à ce que les Blue Jays soient dans la course pas mal plus longtemps, qu'on ne les éliminera pas trop rapidement. Oui. Ben, Frédéric Daigle, on va tester là-dessus, mais merci d'avoir été avec nous, de partager tes opinions sur quelques dossiers qui touchent le baseball majeur. Puis je rappelle le livre Chips, Peanuts, Cracker Jack, disponible donc, écoute, ces jours-ci. Et les amateurs de baseball, ben, vous allez, je pense, y trouver votre compte. Frédéric Daigle, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Hey, merci à vous, les gars. C'est vraiment un beau cadeau que vous me faites ce matin. Je l'apprécie beaucoup. Merci. Merci, Fred. Merci beaucoup. Frédéric Daigle, donc l'auteur du dernier livre écrit sur les expos de Montréal, puisque c'est les expos qui sont au centre de chacun des portraits des individus qui sont en vedette dans ce livre. Marc, en fin de semaine, il y avait un exploit, mais en est-ce un? Je parle de Madison Bumgarner avec les Diamondbacks de l'Arizona, qui n'a pas accordé de coup sûr, a lancé un match complet, a lancé un jeu blanc. Malgré tout, ce n'est pas officiellement homologué comme un match en point ni coup sûr. Bien franchement, je trouve que je suis très mal à l'aise. Je vais te dire bien franchement, je suis très mal à l'aise devant le peu de reconnaissance de cet exploit-là par le baseball majeur. C'est pas lui qui a décidé que c'était sa manche. Ben, en fait, honnêtement, je pense que le baseball a été pris de court. C'est comme, je sais pas, non, mais on a... Les fameux programmes doubles de ces manches étaient une bonne idée l'année dernière parce que, bon, on sait tous les cas de COVID. Ça a été d'ailleurs créé durant la saison. C'est pas quelque chose qu'on a commencé à la saison en disant il va y avoir des programmes doubles de ces manches. Là, je parle de l'année dernière, évidemment. Là, on s'est dit, bon, OK, oui, on est encore en pandémie, oui, encore, il y a des grands défis vis-à-vis de tout ça, donc on va garder le sémanche. Mais là, à ce que je sache, Alain, un match de sémanche, c'est un match officiel.
Et le pire, c'est que le match auparavant, il y a eu un match d'un seul coup sûr. Parce que c'est lors d'un programme double. Mais ce match-là, là, à la fiche du lanceur, c'est un match complet d'un coup sûr. Alors, dans les statistiques, lui, il va avoir match commencé, match complet. C'est pas marqué match de 7 manches, match de 9 manches. C'est marqué match complet d'un coup sûr. Mais le match sans point des coups sûrs, lui, c'est un match complet, un jeu blanc, mais c'est pas un match sans point des coups sûrs officiellement. Honnêtement, ça fait pas de sens. On enlève la valeur. C'est comme si disait, ben, les matchs de 7 manches, ben, ça vaut à peu près. Non, mais pourtant, une victoire, c'est une victoire, Alain. Une défaite, c'est une défaite. À la fin de l'année, tu as 80 victoires. Tu en as peut-être eu 8 dans les matchs de 7 manches. On n'enlèvera pas la valeur à ça. Alors, je trouve que le baseball, quand j'ai été pris de court, est-ce qu'on y a vraiment songé? Tu sais, qu'un match parfait, tu sais, on a toujours le match parfait de Pedro dimanche, mais il n'y avait pas de fin à ce match-là. C'est-à-dire qu'en 9e manche, il n'y avait pas de gagnant, il n'y avait pas de perdant. Bon, on peut débattre de ça. Mais là, on a des matchs qu'on a dit officiels. Tu sais, le match de 5 manches, il est officiel en raison de la pluie, par exemple. Puis bon, là, on peut dire que si on était un peu à court. Mais le match qu'on prévoit, il est prévu, là. C'est 7 manches, on commence, c'est 7 manches, mais là, je trouve qu'on a manqué le bateau là-dessus. Puis c'est Bumgarner qui, faut le dire, a pris ça avec humour. Il a remercié les ombres qu'on avait lors de ce match-là et évidemment Rob Manfred en raison des fameux 7 manches. Oui, mais comme je te l'ai dit dès le départ, moi, je suis très mal à l'aise avec la décision de ne pas reconnaître ce match-là. C'est un match qui était prévu pour 7 manches. C'est pas Bumgarner n'est pas responsable de ça. Je pense qu'on devrait lui donner le crédit du match en point des coups sûrs. De toute façon, lui, il le sait. Les Diamondbacks le savent. Comme l'impression qu'on va corriger le tir en cours de route. Il y a eu une deuxième série entre les Padres de San Diego et les Dodgers de Los Angeles. Encore du bonbon dans chacun des matchs qui ont été disputés. Les 7, on pourrait vous les présenter. Puis, il n'y a personne qui s'ennuierait dans ces matchs-là. Et Fernando Tatis a encore fait parler de lui. C'est 5 coups de circuit au cours de cette série-là. 2 dans le match de vendredi contre Clayton Kershaw. 2 dans le match de samedi contre Trevor Bauer. Il y a eu des réactions émotives à chaque fois. Je ne sais pas si on pourrait jouer 162 matchs avec une telle émotion, Marc, humainement parlant, mais toujours est-il que les gens ont été quand même rivés sur leur siège. Et là, ben, les réactions de Fernando Tatis, pour une fois, on voit un lanceur qui dit, ben, écoutez, il m'a eu, puis tant mieux. C'est Trevor Bauer. Trevor Bauer que plusieurs ont accusé d'être un peu conservateur au fil du temps, mais cette fois-ci, ben, écoute, non, il a levé son chapeau, mais j'espère juste que quand il va tirer un gars sur des prises dans un moment clé, que lui aussi aura le droit de célébrer. Alain, comment je te dirais ça? Le baseball a été trop longtemps. Tu sais, il y a ces espèces de lois non écrites. Là. On pourrait faire un débat là-dessus. Là, les lois non écrites, c'est que là, au baseball, tu n'es pas supposé de. Moi, je me rappelle, à mon époque, on avait tous le goût parfois, si c'est toi qui frappes le coup de circuit en 9e manche pour faire gagner ton équipe ou tu es le lanceur qui effectue le gros retrait avec les buts remplis. En tout cas, la plupart des gars que moi j'ai connus avaient le goût de célébrer, avaient le goût de démontrer leur émotion, mais on ne le faisait pas. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Et là, je pense qu'il faut décrasser tout ça, là, puis dire, là, c'est un sport, c'est de l'émotion, tu as parlé d'émotion, les gens sont... Les gens, lorsque tu es partisan d'une équipe, tu es embarqué, tu es engagé, c'est correct. Il faut que le baseball change à ce niveau-là. Je ne suis pas en train de dénaturer le sport, je suis en train de dire qu'on a le droit, dans des moments importants, dans des moments où il y a effectivement de l'émotion, de l'énergie. Je ne parle pas là, lorsque c'est 9-0 puis tu frappes un grand chelem pour mettre ça 13-0 puis que là, tu commences. Il faut garder le respect. Mais il faut qu'on soit capable d'exprimer nos affaires un peu plus. Là, on veut attirer les jeunes. Fernando Tatis, c'est le parfait visage du baseball. J'enlève rien à des grandes vedettes comme Mike Trout. Mais ce que Tatis a de peut-être plus que Mike Trout, c'est qu'il y a une personnalité là, qui vient peut-être chercher un peu plus les jeunes. Alors, il faut que ce gars-là soit capable de s'exprimer sur un terrain de balle. Alors, en frappant un coup de circuit, en pouvant, bon, tu sais, encore une fois, il y a une zone de respect, là, mais
il faut être capable de s'exprimer plus, Alain. Je pense qu'il y a Ouais. c'est une première vraie ouverture avec les propos de Trevor Bauer. On n'est pas toujours d'accord avec lui. Puis à quelque part, je te pose la question, ça fait pas du bien de voir un gars de même avec les Dodgers qui ont toujours été l'organisation là, propre, Ouais. tout se fait là, au quart de tour. Il y a Ciel Poix qui semblait être le joueur à un moment donné qui peut-être que, mais force est d'admettre que dans ce cas-ci, Trevor Bauer a tenu des propos rafraîchissants selon moi. Oui, ben, le dernier gars, je pense, qui a peut-être brassé la cabane de la sorte un peu à l'intérieur des Dodgers, c'était Kirk Gibson. L'année où ils ont remporté la Série mondiale, Gibson est arrivé là avec moi je m'en viens jouer au baseball. En fait, je m'en viens pas là jouer au baseball, je m'en viens ici pour gagner. C'est avec cette attitude-là qui est. Puis dès le camp d'entraînement, écoute, à un moment donné, il y en a qui ont commencé à s'amuser pendant le camp d'entraînement. Oui, on veut s'amuser, mais Gibson trouvait que c'était au détriment de ce qui devait être fait sur le terrain. Il a piqué une crise, puis oups, il y en a qui ne voulaient pas se faire botter le derrière par Kirk Gibson, qui avait joué au football, qui n'aimait pas ça, qui ne détestait pas, je te dirais, brasser la cabane un peu. Donc, ça a peut-être changé le cours des choses de cette saison-là avec les Dodgers, au cours de laquelle il a été productif. Si on veut tracer un parallèle, Marc, avec un joueur qui a eu un impact de la sorte, là, de ce côté-là, je pense qu'il faut remonter à Kurt Gibson en 1988. Écoute, puis effectivement, puis ils ont gagné par la suite. Mais on est Oui. revenu un peu au. Je vous dis pas, je vous dis pas qu'il faut être controversé. Je vous dis pas qu'il. Mais je trouve qu'il faut laisser les personnalités aller. Il y a des personnalités différentes. Il ne faut pas toujours que ce soit gris. Là. On peut-tu avoir un peu plus de noir des fois, un peu plus de blanc, pour que ça soit le fun. Puis la série entre les Dodgers et les Padres, c'est du bonbon. Il n'y a personne, Alain, qui m'a parlé négativement en fait, des 7 premiers matchs. Il y en a déjà eu 7. Pourtant, il y a eu des matchs très longs. Là. Il y a eu des matchs de 9 manches de 3h15. Il y a eu des matchs, évidemment, près de 5 heures. Il n'y a personne qui m'a parlé que les matchs étaient longs ou les matchs étaient si. C'est parce qu'on jouait à la balle. Il y avait quelque chose, il y avait de l'émotion. Peut-être qu'on ne peut pas en jouer 162 de cette façon-là. Mais chose certaine, ça prouve que le baseball a besoin de rivalité. On a besoin de créer ça à certains égards. Puis c'est ça qui va faire en sorte que les jeunes vont peut-être embarquer davantage dans ce sport-là. Oui. Je veux qu'on parle, en terminant, de 2 équipes surprises dans la Ligue américaine. Et non, je ne parle pas des Red Sox de Boston. On a élaboré sur les Red Sox la semaine dernière. Mais d'abord, les A's d'Oakland, pour qui ça avait commencé de façon atroce contre les Astros de Houston en début de saison, un différentiel épouvantable après une semaine. Ils en ont enfilé 13 de suite. Et je regarde la façon dont ça se déroule dans cette section-là, les Astros qui ont quelques blessés, pas beaucoup de constance. Chez les Angels, on est encore aux prises avec des problèmes au monticule. C'est pas nouveau de ce Ouais, mais côté-là. j'aime pas ce que je vois des Angels quand même. Je vais t'avouer là, que moi. Oui. Mais ça demeure quand même, cette séquence de 13-là. Moi, je ne l'ai pas vu venir. D'ailleurs, je mettais les Aces à jouer pour 500 ou à peu près. Il y a Jed Lowry qui est une surprise très agréable. Il était avec les Mets. Les blessures ont fait en sorte qu'il n'a absolument pas apporté quoi que ce soit aux Mets de New York. Il est arrivé avec un contrat des Ligues mineures avec les Aces. Non seulement il a fait l'équipe, mais en plus, c'est un des meilleurs frappeurs. Et il y a Matt Olson qui a commencé à frapper. Chapman ne s'est pas mis en marche encore, là. Et tous les points d'interrogation que j'avais en début de saison. Je ne sais pas si tu te rappelles, Marc, on avait regardé, oui, sur papier, on avait une bonne rotation de partants. Bon, il y avait l'année passée Bassett qui s'est illustré. Il y avait Manea, il y avait Montas, Luzardo, Puck. On disait, ah, oui, il n'y a personne qui avait réussi à mettre des bonnes saisons, deux, trois bonnes saisons de suite, de sorte que moi, je voyais plein de points d'interrogation. Et au moment où on se parle, ben, ce sont tous des points d'exclamation. Regarde, justement, les ces si-là sont devenus, en fait, des révélations pour les Aces, de sorte que ben, tous les lanceurs que je t'ai nommés, ou à peu près, font du bon boulot. Et c'est sûr que si tout le monde produit en même temps, c'est sûr que les Aces vont terminer premier, Marc. Ben, écoute, moi, je pense que la saison est longue. Là. De dire qu'ils vont finir premier, on va se garder une petite gêne, mais c'est vraiment bien parti. Au point où, j'ai l'impression qu'on est en train d'écrire un Moneyball 2, là.
13 victoires de suite, la façon dont on le réussissait, on a réussi quelques remontées spectaculaires aussi. Mais tu sais, Alain, la victoire, c'est contagieux. On regarde ce que les Red Sox ont fait. Le fun a été pris, la confiance. Tu sais, on pourrait retourner aux Expos de 94, rappelle-toi. Ça n'avait pas été le plus grand début de saison en 94, mais là, à un moment donné, on s'est mis à jouer à balle, puis là, le fun. Et non seulement le fun, mais la confiance. C'est que là, on ne savait plus perdre. C'est-à-dire qu'on tire de l'arrière en sixième, on sait qu'on peut revenir dans ce match-là. Et au baseball, c'est tellement bon. Et Matt Olson, tu as parlé que Chapman n'est pas parti encore, et c'est vrai, mais Matt Olson, lui, il est parti pour la gloire. Puis d'avoir un gars comme ça, tu as parlé de Jed Lowry, mais ça, c'est le genre de gars là, qui peut traîner, là, qui peut te donner confiance, qui fait paraître tout le monde très bon autour de lui. Alors, c'est une bonne. On n'a pas réinventé la roue encore là, du côté des A's. Encore Bob Melvin qui est là, mais c'est clair qu'il y a quelque chose qui s'est passé, puis cette confiance-là, je pense qu'elle peut être accrochée pendant un petit bout de temps. Ce qui va donner effectivement une belle course dans cette division Ouest, parce que, juste une petite parenthèse, là, hier, lorsque Shohei Ohtani a pris le monticule, puis son lanceur partant mène la Ligue pour les coups de circuit. C'était assez phénoménal, ça. Et d'ailleurs, Shohei Ohtani qui a gagné son match, et Mike Trout qui est revenu au jeu, qui frappe 414 à peu près. Là, donc, ça va être intéressant dans cette division ouest de l'américaine. Oui. Et la dernière équipe dont je veux parler, on en a glissé un mot depuis le début de la saison, ce sont les Royals de Kansas City. Le malheur des Royals, c'est qu'ils jouent dans une section très compétitive avec les White Sox de Chicago, les Twins du Minnesota, les Indiens de Cleveland. Les Tigers de Détroit sont en train d'apprendre à leurs dépens que même s'ils ont de très bons jeunes, eux aussi se trouvent dans peut-être la mauvaise section cette année pour tenter d'améliorer leur sort par rapport aux années précédentes. Ils vont peut-être, oui, s'améliorer, mais ça paraîtra peut-être moins qu'on l'aurait voulu au chapitre des victoires en raison de la force de cette section-là. Mais là, les Royals, c'était les jeunes lanceurs qu'on voyait venir, les Jonas, les Keller, Brady Singer et Daniel Duffy. Bon, les blessures ont fait en sorte que Duffy a rarement eu une saison complète. Et quand il est en santé, depuis le début de la saison, on le voit, c'est un des meilleurs de la Ligue américaine. On a fait quelques acquisitions. Écoute, moi, je ne me débarrasserai pas des Royals tout de suite, Marc. Je sais que moi, j'ai choisi les White Sox se rendre en série mondiale. Je pense que c'est l'équipe qui a le plus de talent. Les Twins vont frapper éventuellement. Les Indiens vont lancer, ça, on le sait. Jusqu'à quel point tu parles de la victoire qui est contagieuse? Est-ce que c'est possible que les Royals commencent à croire que oui, on est au même niveau que les autres? Oui, absolument. En termes de confiance, absolument. Par contre, je regarde leur différentiel. Hein, c'est pas énorme. C'est tout juste à la limite. Alors, il faut falloir qu'un gars comme Solaire se réveille. Je trouve que l'attaque m'en a pas donné assez encore pour me dire, là, ils vont lutter jusqu'à la fin. Les lanceurs, les a nommés, là, qui font un travail remarquable. C'est beau à voir, en fait. C'est le fun à voir. Mais tu sais, Merrifield ne peut pas faire tout seul. Là, Salvador Perez va bien, mais tu comprends? Alors, il va falloir que tout le monde embarque un peu dans le processus. Alors, tu sais, le différentiel, bon, c'est une statistique, ça vaut ce que ça vaut, là. Mais j'aimerais ça soit qu'on domine davantage au niveau des lanceurs ou vraiment que l'attaque en mette un peu plus. Ceci étant dit, ça n'enlève rien ce qu'ils ont fait et je suis d'accord avec toi que la manière dont on a joué le 15-20 premiers matchs de la saison, ça donne bonne bouche, ça donne l'effet qu'ils vont être là un bon bout de temps. Puis ça, on se parle souvent, l'espoir dans le sport, en fait, dans tout le sport, mais au baseball, ça donne quelque chose, ça donne des résultats. Quand tu dis que tu es capable de battre n'importe qui à n'importe quel soir, c'est parce que tu es rendu à un point où tu crois à tes coéquipiers, tu crois à ce que tu vois autour de toi. Puis j'ai l'impression qu'on sent ça. Chez les Red Sox, chez les Royals, chez les A's d'Oakland, ça donne, ça va donner de belles courses, ça va donner ces fameuses rivalités qu'on a parlé tout à l'heure. Peut-être que ça va en créer d'autres. Alors, c'est bon ce qui se passe là, actuellement dans le baseball. Oui, dans le fond, juste revenir pour le différentiel juste pour préciser pour les gens, dans le fond, le différentiel est peut-être pas au même niveau que la fiche victoire-défaite, ce qui fait en sorte que ce serait très difficile de soutenir un tel dossier si le différentiel continue de cette façon-là. Exact.
Exact. Tu Ouais. as beau pas en donner beaucoup de points, mais il faut que tu réussisses à en marquer suffisamment. Là, alors, un va avec l'autre si tu veux connaître du succès. Tandis que si on est toujours sur une saison de 162 matchs en train de se fier à un aspect, exemple, les lanceurs, ça va finir par nous rattraper parce que tu ne peux pas maintenir un tel rythme. Mais je suis content de voir Kansas City qui rebondit. Rappelle-toi, écoute, on a été 2 fois en série mondiale il n'y a pas si longtemps que ça. Puis là, après ça, on les a comme oubliés, les Royals. Oui, ils avaient quelques décisions à prendre, mais je trouve que rapidement, on est en train de se positionner. Je ne dis pas de gagner une série mondiale demain matin, mais on est en train de se donner des éléments pour surprendre. Puis peut-être qu'au fil des 2, 3 prochaines années, ça va s'améliorer davantage. Oui, effectivement. Mais ce ne sera pas facile. Je regarde les White Sox aller, Marc, et tu as vu Michael Kopech, de la façon qu'il lance depuis le début de la saison. Ouais. Là. Ou avec, écoute, tu as déjà Dylan Cease, tu as déjà Jolito, tu as Rodon qui est un match sans point ni coup sûr depuis le début de la saison. Tu as Michael Kopech qui lance à près de 100 000 à l'heure comme lanceur partant. euh, Mais tu ça va être regardes le dur de battre les White différentiel, Sox. là, on parlait de différentiel. Eux ont un différentiel nettement positif. Fait que tu sens là, Ouais, que. Puis encore une fois, on ne se fie pas juste à cette statistique-là, mais tu vois que ouais. moindrement que tu vas offrir un peu d'attaque, et on sait qu'ils en ont une bonne attaque du Ouais, côté des White Sox. Euh, la- la- En fait, moi, les White Sox, la question est toujours est-ce que Tony La Rosa va être capable de. ouais. Est-ce De qu'il va être maintenir tout capable ça. d'amener son équipe ailleurs? On verra bien. Ouais. Ben, merci, Marc. Ça complète compte complet pour cette semaine. Nous, on vous invite ce mardi soir, en fait, dans un match entre les deux meneurs de la section Est de la Ligue américaine. En début de saison, vous avez dit oui, c'est tout un duel qu'on vous présente. Vous auriez pensé peut-être les Braves d'Atlanta contre les Yankees de New York. Non, on va voir New York, mais ce sera les Mets plutôt qu'on vous présente ce mardi contre les Red Sox de Boston. Un match sans frappeur de choix, donc ce sera une occasion de voir JD Martinez. Je serais très étonné, Marc, avec le début de saison qu'il a, qu'on le laisse sur le banc. Il devrait jouer au champ droit, j'imagine. On va y trouver une place, garantie. Merci beaucoup, Marc. Merci tout le monde. On se retrouve Allez. la semaine prochaine pour une autre édition de Compte complet. À la prochaine.